Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Aujourd'hui, nous recevons Richard et Adèle de l'association Opéra avec 2 P, qui est située à Montreuil, mais ils n'agissent pas que sur Montreuil, ils vont nous dire tout ça. Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, quelles sont vos responsabilités au sein de l'association Opéra et en quoi consistent ces responsabilités ? Adèle, on va commencer par Adèle. Allez. Ça marche. Alors moi je suis à l'orchestre depuis à peu près 1 an et demi, rentrée 2024, si mes calculs sont bons. Je suis violoncelliste, donc je suis violoncelliste de rang, on va dire. D'accord, mais au sein de l'association, pas une responsabilité particulière Eh ben non, à part essayer de pas mettre trop de notes à côté, non. Mais c'est aussi un peu la force d'Opéra, c'est que quand on a envie de s'investir, c'est tout à fait possible et c'est très ouvert, parce qu'il y a différentes commissions qui permettent de s'investir au sein de l'organisation des concerts, de la médiation, de plein de choses. Donc une association assez démocratique, quoi. Tout à fait. Je suis pas contre un jour, peut-être. D'accord. Augmenter, mais. Très bien. Je vois Richard qui hoche de la tête. Je note. Donc Richard, les responsabilités. Alors la première, c'est quand même de jouer de la trompette. Hein. Ensuite, effectivement, je suis membre du comité d'administration, du conseil d'administration de l'association, en tant que trésorier. Et nous sommes entre 6 et 7 membres dans ce CA, ça varie suivant les années, dont le but est de faire tourner l'association, d'assurer la continuité, le futur de l'association. Donc trésorier, c'est un rôle d'importance quand même. Oui, alors faut mitiger parce que on n'a pas non plus un budget de malade. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que nous n'avons pas de subventions régulières en fait. Nous avons des subventions de temps en temps sur projet, mais donc nous fonctionnons avec des dons. Des dons, alors des dons des musiciens souvent, ou des concerts qui sont vendus à des prix très attractifs, mais qui sont vendus à des collèges ou des lycées, ou qui sont offerts au public avec participation libre. On en parlera tout à l'heure aussi, la question des dons, s'il y en a qui veulent faire des dons, on leur dira comment il faut faire. Voilà, c'est intéressant. Tout à fait. Donc dans cette émission, nous parlerons de l'histoire et des activités de l'association Opéra, mais aussi de son fonctionnement. Donc pour cela, nous aurons 2 échanges agrémentés d'une pause musicale. Donc la pause choisie par nos invités, et là c'est une pause musicale assez spécifique, on verra. Et le second titre choisi par David, notre programmateur musical. Pour co-animer cette 28e émission d'Associativement Vôtre, j'ai la chance d'être accompagné, alors pas de Neila, elle est encore en convalescence et on lui passe un bonjour, un gros bisou et on espère, j'espère te voir à la prochaine émission du mois de juin. Mais David est là, à la technique. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Donc on parlait des 2 titres. Donc il y a un premier titre choisi par nos invités. Oui. Et alors donc c'est quoi ? Le premier titre, ça a été joué par nos invités ce soir et mais ça sera la surprise. Mais c'est quoi exactement ? C'est très connu, mais voilà, faudra deviner. Non. Bon, on en parlera tout à l'heure. Nous dirons. Et puis le deuxième. Vous verrez que du coup, David n'est pas très calé en musique classique. On le connaît, mais pas les titres en tout cas. Voilà. Et puis le deuxième titre, on mettra, pareil, il y aura de la symphonie, mais un peu de rock aussi. Ce sera The Verve. D'accord, très bien. Merci David. Maintenant, donc place à Neila pour sa chronique qu'elle a quand même enregistrée, donc elle est quand même un petit peu avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un concept formidable. Les concerts tout-terrain. Oui, tout-terrain, comme un 4x4, mais avec une guitare à la place du moteur. Parce qu'en France, certaines associations ont décidé d'aller là où personne ne va. Enfin, si, les sangliers et parfois votre oncle pour cueillir des champignons. Alors pourquoi faire ça ? Déjà parce qu'en France, on compte plus de 1,5 million d'associations, dont une grosse partie dans la culture. Et parmi elles, certaines se sont dit, et si au lieu d'attendre le public, on allait
directement le chercher. Résultat, elles deviennent les livreurs de musique. Mais attention, pas du genre votre colis arrive entre 8h et 18h. Non, là c'est plutôt le concert commence à 19h ou quand le groupe trouve la bonne rallonge. Chaque année en France, on compte plus de 7000 festivals, dont beaucoup en extérieur, et une partie importante portée par des structures associatives. Et derrière ces événements, il y a souvent des formats tout-terrain, petites tournées locales, scènes itinérantes, concerts dans des lieux non conventionnels. Il y a aussi les quartiers urbains. Là, ces associations jouent un rôle essentiel. Elles organisent des concerts au pied des immeubles, dans des parcs, sur des places publiques. Pas besoin de costume 3 pièces. Ici, le dress code, c'est viens comme tu es. Et parfois, la scène est, disons, improvisée. Une remorque, un camion, une palette. On est loin du zénith, mais l'ambiance, elle est bien là. Côté organisation, c'est sportif. Il faut transporter la scène, le son, les artistes et parfois le public quand il n'y a pas de train, pas de bus et que même Google Maps dit bonne chance. Et puis, il y a la météo, parce qu'un concert en plein air en France, c'est toujours un pari. À 18h, regardez le ciel magnifique. À 19h, on maintient, ça va passer. À 19h15, tout le monde court avec les câbles. Mais malgré tout ça, ces concerts ont une ambiance unique. Pas de barrière entre artistes et public. Parfois même, le chanteur finit par discuter avec vous pendant que quelqu'un cherche désespérément une prise qui fonctionne. Et bien sûr, il y a un élément essentiel, la buvette associative. Alors là, c'est un monde à part. Le sandwich coûte 5€, mais il a été fait avec amour et un peu de stress parce que quelqu'un a oublié la moutarde. Les bénévoles, eux, sont partout. Ce sont des héros discrets. Ce sont eux qui montent la scène, branchent les câbles, accueillent le public et répondent à la question « Il est où le parking ?» alors qu'il n'y a pas de parking. Et parfois, après 10 heures de boulot, ils dansent devant la scène. Souvent faux, mais avec conviction. Au fond, ces associations répondent à une idée simple. La culture doit aller vers les gens. Pas besoin d'un grand théâtre ou d'un énorme budget. Parfois, il suffit d'un chant, d'une rallonge et de quelqu'un qui sait jouer 3 accords. Et ça fonctionne. Parce que ces concerts, ce ne sont pas juste des événements. Ce sont des moments de partage, de rencontres, de vie. Et franchement, entre un concert parfait dans une salle climatisée et un concert un peu chaotique sous un ciel incertain, il y a quelque chose de magique dans le deuxième. Même quand il pleut. Et bien surtout quand il pleut. Parce que là, tout le monde s'en souvient. Alors la prochaine fois que vous voyez une scène monter au milieu de nulle part, arrêtez-vous. C'est peut-être le seul concert où vous pouvez écouter de la musique et repartir avec une botte de foin coincée dans la chaussure. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Eh ben, merci Neila. Est-ce que vous vous êtes reconnu un petit peu dans cette chronique ? Elle a écouté notre historique, elle a lu notre historique, c'est pas possible parce que on est en plein dedans là. Les bottes de foin, c'était des bottes de paille, mais on l'a fait. Voilà, les buvettes. Vous avez des buvettes Alors, les buvettes ne sont pas organisées par nous. En général, c'est plutôt la structure qui nous accueille qui peut organiser une buvette, histoire que elle aussi puisse tirer un petit peu profit ou partie de concert. Mais non, nous, on va pas jusqu'à la buvette. D'accord. Bon, Adèle, vous êtes reconnue dans cette chronique ? Oh oui, mais j'ai peut-être moins fait de tout terrain. Pas encore. J'ai pas encore fait de bottes de paille. Ça va venir, ça va venir. Donc ce soir, vous l'avez compris, chères auditrices et auditeurs, nous parlerons des actions de l'association Opéra. Cette émission s'adresse donc à celles et ceux qui n'ont pas encore découvert la musique classique, la musique symphonique, puisque c'est ça que vous faites. Et donc, voilà, tout de suite, passons à notre première partie des questions avec l'association Opéra. Alors, pour commencer, on va parler un peu de votre histoire, comme on fait avec tous nos invités. Comment est née l'idée de créer l'orchestre Opéra et quelle était l'ambition initiale des membres fondateurs ? Alors, l'orchestre est né en 2012. Il est né à l'initiative de 2 professeurs de musique en collège, Mathieu Brault et Nicolas Vasseur, qui étaient tous les 2 professeurs à la Cité Jaurès, et qui se sont dit la musique symphonique c'est bien, la musique classique c'est super, mais c'est quand même un petit peu trop guindé entre guillemets, et il faut aller vers le public comme le disait Neila. Et donc, l'idée, c'était de construire un orchestre qui n'était pas encore qualifié d'orchestre tout-terrain, mais qui en avait l'intention. Donc, d'amener la musique à tous les publics
et surtout à des publics qui n'ont pas du tout l'habitude, pas du tout l'opportunité de pouvoir entendre des musiques symphoniques, qu'elles soient classiques ou pas d'ailleurs, parce que... Donc on va vers le public. Voilà. La musique symphonique, c'est une forme d'orchestre, c'est un orchestre avec des cordes, des vents, des bois, des percussions, mais ça ne veut pas dire que c'est que de la musique dite classique. On a l'habitude de faire du classique, parce que c'est quand même le cœur de métier de l'orchestre symphonique, mais on peut faire aussi des chansons, on peut faire des créations, on peut faire des musiques de films, on adapte tout à l'orchestre symphonique. Ah ben c'est super. Du coup, comme vous avez parlé de Mathieu, on Oui. adresse un petit bonjour à Mathieu Brault, Oui, tout à fait. qui, je vous en avais parlé en off, qui a été une de nos premières émissions, alors pas d'associativement vôtre, mais carrément de Radio Ems, quand on n'avait pas encore nos studios, quand on avait fait ça chez des membres fondateurs de la radio. On avait reçu Mathieu Brault qui nous avait parlé d'opéra. Donc voilà. Donc 8 ans après, on vous reçoit pour cette émission. Et je me rappelle qu'à l'époque, il nous avait dit que les gens du public, donc plutôt les parents, voilà, parce qu'on va parler de ce que vous faites, mais voilà, plutôt les parents des élèves qui jouaient avec l'orchestre, qui venaient au milieu de l'orchestre et qui étaient entourés des musiciens. Oui, c'était une pratique qu'on aimait bien faire. J'ai connu ça parce que j'ai rejoint Opéra un petit peu après la création, en 2015, donc 3 ans après. C'est une pratique que l'on aimait bien faire parce que ça donnait l'occasion, souvent à des jeunes, de se mettre au sein de l'orchestre et non pas face à l'orchestre, et de vivre l'orchestre comme le musicien le vit avec le ou la chef en face et avec les instruments qui sonnent à ses oreilles. Eh bien, on a dû un petit peu mettre de côté cette pratique. Pourquoi ? Parce que depuis, l'orchestre est passé de 7 musiciens au départ à 50, voire 60. Ah oui, et là c'est vraiment un orchestre symphonique, vraiment Voilà. en tant que tel, quoi. Et du coup, quand on rajoute ne serait-ce que 5 ou 10 chaises au milieu de l'orchestre, Oui, on ça commence à devient- atteindre des surfaces de scène qui sont difficiles à tenir. D'accord. Donc voilà, c'est une pratique qu'on a un petit peu mise de côté, mais on en a bien d'autres qui permettent au public de profiter des instruments. Si je peux me permettre une Oui. petite recommandation culturelle, puisqu'il y a un super documentaire qui est sorti qui s'appelle Nous l'orchestre de Philippe Béziat et qui parle un peu du quotidien des musiciens de l'orchestre de Paris, et il y a un gros travail qui a été fait sur l'immersion du spectateur dans l'orchestre avec les différents points de vue en fonction des instruments. Donc Donc ça Belle- s'appelle Nous l'orchestre, Nous l'orchestre. et on peut retrouver ça c'est sur, au cinéma en ce moment. Ah Ouais, c'est sorti. Eh ben, très bien. Donc, Ça passe au Méliès. C'est passé, mais je crois qu'il n'y a plus de séance. me dit David. Ouais. Voilà. Nous En attendant d'avoir un documentaire ouais. sur. Eh Opéra. ben, il faut rechercher ça. Peut-être que ça sortira sur les plateformes de streaming, je sais pas. À voir. Donc les auditeurs pourront se renseigner. Pourquoi vous avez avoir choisi de vous implanter spécifiquement dans l'Est parisien pour cette aventure musicale? Alors ça, je n'étais pas là une fois de plus à la création, mais je pense que c'est une question d'opportunité aussi. Avoir un orchestre symphonique, c'est aussi un petit peu de matériel. Il y a des percussions qui prennent de la place. Il peut y avoir des gros instruments que l'on ne déplace pas systématiquement à chaque répétition parce qu'il faut les avoir sur place, comme les contrebasses. Et donc, il faut avoir un local, il faut avoir un emplacement pour répéter. Et on est évidemment dépendant un petit peu de l'offre, de l'opportunité qu'on nous offre de nous installer. Et là, Mathieu et Nicolas à la cité Jaurès avaient cette occasion, et c'est comme ça que l'ancrage montreuillois a démarré. D'accord. Alors du coup, comme vous nous expliquez depuis tout à l'heure que vous étiez pas là au début, la question c'était plutôt quel était le plus grand défi technique ou humain lors du tout premier concert de l'association, mais du coup on peut dire c'est quoi les défis à chaque fois pour chaque concert. Les défis, c'est de trouver pas de trouver l'emplacement, c'est de s'installer sur certains emplacements un petit peu exotiques, des fois. Donc, comme Neila le précisait, il nous est arrivé de faire un concert dans la structure associative des Murs à Fleurs sur des bottes de paille. Ah oui. Sur des bottes de paille et sous un soleil de plomb,
qui d'ailleurs s'est caché pour laisser place à une belle pluie pendant le concert, donc c'était très mouvementé. Des murs à fleurs non loin du quartier des Ruffins. Voilà. On a aussi eu l'occasion de jouer sur un terrain de foot à l'occasion d'un tournoi de football. Donc là aussi, c'est une autre ambiance parce que on jouait au milieu des odeurs de merguez. C'est un peu différent de ce que l'on peut avoir dans une salle de spectacle classique. On a joué aussi aux fruits défendus. C'était très sympathique parce que là, on était dans un cadre très floral, très vert. Je connais bien, c'est juste à côté de chez moi, c'est l'association. C'est très bien là-bas. C'était extraordinaire. Ouais. Et puis il y a eu vraiment un rapport, une communion avec le public très intéressante. Ouais, c'est très sympa. Un souvenir, Adèle, d'un concert un peu, sur un lieu un petit peu particulier. Peut-être aux fruits défendus, remarque, parce que oui, concert en plein air. Chaleur. Oui, là il faisait chaud. C'était en juin, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. D'accord, là il pleuvait pas comme le disait Neila dans sa chronique. Mais c'est vrai que c'était un bon concert, mais c'est vrai que en plein soleil, c'était sympa. C'est difficile. C'est des petits aspects où effectivement on adapte aussi le dress code. D'habitude, on s'habille en noir avec une touche de rouge. Quand on joue à l'extérieur et qu'on sait qu'il y aura du soleil, on adopte la tenue blanche. Ouais, c'est mieux, oui. C'est en fonction du contexte, c'est sûr. Sur les activités, pouvez-vous nous présenter, alors du coup là, je pense que ça va être assez vaste, les différents types de répertoires que l'orchestre explore au fil des saisons? Alors, il est très varié, puisque justement notre credo, c'est de ne pas s'arrêter à la musique dite classique. Et quand on dit musique dite classique, on pourrait embarquer aussi les musiques romantiques, etc. Mais on ne s'arrête pas à ça. Oui, pas que du Beethoven. Voilà. On en fait parce que c'est une fois de plus un petit peu le cœur de métier d'un orchestre symphonique. Mais on a aussi l'habitude d'adapter toujours une chanson, histoire de faire participer l'orchestre, parce que dans les 2 P d'opéra, il y a participatif, il y a pédagogique et participatif. Et donc, une chanson que tout le monde connaît, adaptée à l'orchestre, tout le public chante. On a aussi l'habitude de faire, on a l'occasion de faire des créations, donc des gens qui composent des choses et qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire jouer ces compositions. On a eu l'occasion de faire ça par 2 fois. Ouais, ça permet de tester Ça permet d'être les premiers au monde à pouvoir jouer une œuvre. Ah, c'est bien ça. C'est chouette. C'est une marque. Et le public de pouvoir découvrir cette œuvre. Tout à fait. Et puis tout un tas d'autres, des musiques de films aussi. Titre, oui, par exemple des exemples de musique de films que vous avez joué dernièrement. Alors dernièrement, non, ça date déjà. Dragon, j'étais pas là encore, mais il y avait Dragon l'année dernière. C'était plutôt jeu vidéo, c'était Zelda. Un modèle de Zelda. La musique de jeux vidéo, oui. Ouais. Et non, cette année, on n'a pas fait encore. On a eu mais il y aura au prochain concert Clair Obscur, qui est un jeu vidéo qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Un jeu vidéo français qui a gagné beaucoup de récompenses, dont pour la musique. Voilà. Oui, d'accord. Et je crois qu'on aura un arrangement. Et autre que des musiques de jeu, on a eu l'occasion de faire des chansons Jones, où le public chante. Alors les chansons, dernièrement, on a fait des chansons de Céline Dion. Ouais, ok. Oui. C'est un répertoire assez classique, on va dire. Ça arrive. Oui, mais il faut que ce soit connu pour que le public puisse participer. Bien sûr, si on sort une chanson des dernières Les Fagots que personne ne connaît, ça sera moins pratique. On a fait du Michel Fugain, Je n'aurai pas le temps. On a fait aussi des chansons un petit peu plus engagées, Le Déserteur de Boris Vian. Imagine. Oui, Imagine, John Lennon. Voilà, tout le monde connaît, c'est intergénérationnel ça. Barbara l'Aigle Noir. Voilà, c'est des chansons du grand répertoire, quoi. Et du coup, le public participe beaucoup ? Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a effectivement très étonné parce que dans une autre vie, on va dire que j'ai eu l'habitude d'aller dans des concerts qui sont plus classiques, entre guillemets, où le public est plus réservé. Et là, en fait, le public découvre un orchestre qu'il n'a pas du tout l'habitude de voir, et en fait, il est complètement relâché, et il suffit de le lancer, et le public chante. Ouais. Et ça donne quelle sensation, Adèle, d'avoir le public qui chante ? Ouais, c'est des beaux moments. Ouais, des fois, c'est assez très émouvant d'avoir, parce qu'en plus,
Enfin, ils sont vraiment en face de nous, quoi. Parce Donc, il y a un que vrai truc, à ce moment-là, vous êtes musicienne, Ouais. mais en même temps spectatrice Oui, c'est ça. Oui. des gens qui chantent. On a envie de les observer, on a envie de. Non, Ouais, en et fait- puis on reçoit cette masse. Et puis très bon moment. on est tous musiciens. En fait, le principe de jouer en orchestre, c'est le principe de jouer ensemble. Mmh. Et du coup, là, le public fait partie de l'œuvre musicale. Donc, on joue ensemble, instruments plus chanteurs. Et c'est ça Oui, la donc, vraie, le la vraie deuxième fusion, P quoi. participatif, c'est Ouais. c'est ça. Complètement. C'est d'amener les gens à ça. C'est sympa. C'est une bonne expérience. Moi, j'ai jamais eu l'occasion en fait de la vivre cette expérience, mais j'aimerais bien. On va voir ça après. Vous allez parler un peu de vos prochaines représentations. Comment ça se déroule le processus de sélection des œuvres que vous choisissez et que vous allez présenter au public? Alors, il est participatif aussi, puisque tous les musiciens de l'orchestre peuvent émettre des souhaits, dire ah tiens, ça serait bien qu'on joue ça, ça serait bien qu'on joue ça. Ensuite, le choix final revient à notre chef d'orchestre, qui est actuellement Anna Meunier, qui est la seule professionnelle de l'association en fait, et qui va d'abord évaluer la faisabilité, parce que même si nous avons un excellent niveau, faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas capables de tout jouer. Nous n'avons pas non plus les formations, les instruments pour tout jouer. Donc, elle sélectionne les œuvres en fonction de notre capacité à le faire. Et puis, après, en fonction d'un chemin, d'un thème qu'elle veut donner à une saison musicale. Nous avons 2 saisons musicales dans l'année. Une première qui s'arrête, qui donne 3 concerts en février-mars, et une deuxième qui donne 4 concerts en juin. Et pour chaque saison, voilà, elle essaye d'imaginer un thème, une suite, on va dire, logique dans les choix des œuvres. Et très varié. Tout en panachant, évidemment, les œuvres pour ne pas faire que une musique classique. D'accord. Tout à l'heure en off, avant de commencer l'émission, vous parliez d'une fois où vous avez été dans un collège. Et comment ça se passe ça? Comment vous choisissez d'aller dans un collège? Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que les personnes du collège, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants choisissent les œuvres qui vont être jouées? Alors, c'est pas une fois en fait, parce que notre cœur de travail, c'est le collège et les lycées, et même les écoles primaires, puisque c'est dans ces endroits où on a un certain émerveillement des enfants à voir un orchestre symphonique de 50 personnes devant eux. Ah oui, c'est impressionnant ça. Les yeux brillent en général. Et en fait, voilà, on a des connaissances dans les collèges. On a dans nos rangs pas mal de professeurs qui peuvent proposer à leur établissement, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un concert symphonique pour 3 francs 6 sous? Et donc, les échanges se font de cette manière entre les directions, l'orchestre, pour convenir de dates, pour convenir des concerts à organiser avec eux. Pour ce qui est des œuvres, le collège, ou le lycée n'aimait pas le souhait de faire des œuvres. En revanche, on essaye de faire des partenariats avec notamment les classes de musique du collège ou du lycée. Donc on essaye toujours, dans la chanson par exemple qu'on essaye de faire, on associe la chorale du collège, la chorale du lycée. D'accord, et du coup de leur côté, les enseignants les font travailler sur le répertoire qui sera donné au moment du concert. Exactement, ils travaillent pendant plusieurs mois, on fait une répétition le jour du concert, et voilà, on donne un concert devant les parents émerveillés. C'est sympa ça. C'est sympa. En dehors de des grands concerts, menez-vous des actions de médiation ou des répétitions publiques pour les habitants des quartiers où vous allez? Est-ce qu'on peut assister à des répétitions? Alors, on ne fait pas ça. Bonne idée. C'est une idée à travailler. Ouais. C'est une idée à travailler. Bon, désolé pour les bénévoles, ça va donner du boulot supplémentaire. Non, on ne fait pas de répétition publique. En revanche, on essaye chaque année de faire un concert en public à l'extérieur, un concert en public à l'intérieur. Cette année, ce sera 2 concerts au mois de juin en public à l'intérieur, mais ça ne change rien au fait que ça reste ouvert à tous les publics. Oui, de toute façon, c'est pas une salle qui est faite pour ça, là où vous allez.
Quand on peut en avoir une, pourquoi pas, mais c'est très compliqué, donc on s'adapte avec toutes les salles qu'on peut trouver. Il nous est arrivé de jouer dans des structures associatives à Montreuil, comme à la salle de la ERI, la salle de la Parole Errante, ou en aérien sur la place Carrée de Bagnolet. Voilà, on s'adapte. On a même joué une fois sur la place de la mairie à Montreuil. Oui. Ok. Les prochaines dates, voilà, comme ça on va informer un petit peu les auditeurs et les auditrices des prochaines dates prévues dans les mois à venir. Alors je les ai sous les yeux, je vais essayer de pas dire de bêtises. Très bien. Donc celles qui sont ouvertes au public justement, on encourage les gens qui veulent découvrir à venir nous voir. Donc le samedi 13 juin au Conservatoire de Noisy-le-Sec à 17h. Voilà. Et le dimanche 14 juin dans le 19e à l'église de Belleville, donc à Paris. D'accord. Voilà. Eh ben ça, je veux bien que vous... 15h30, pardon. Je veux bien que vous me les envoyiez, comme ça nous on les mettra, comme l'émission après, elle est disponible en podcast sur notre plateforme de podcast, on peut mettre un petit peu de texte et puis on les mettra les dates. Et alors pour ces deux dates-là, donc cette année on a un projet un peu spécial, qui sort un petit peu de l'ordinaire. On ne sera pas seul. Nous aurons notre orchestre de 50 musiciens, mais nous aurons aussi un chœur d'une 30aine de choristes. Et le but du jeu est de raconter une histoire qui a été écrite spécialement pour ce spectacle par une connaissance de l'orchestre, Hunt Margaria. Et cette histoire est parsemée de morceaux chantés et joués pour illustrer les moments de l'histoire, les différentes phases de l'histoire. D'accord, un peu comme Pierre et le Loup. Exactement comme Pierre et le Loup. Ah, formidable. Alors ça, faut que je vienne. Sauf que ça, là, c'est une création. Là, faut que je vienne voir ça. Moi, je suis, Pierre et le Loup, c'est un truc qui me plaît énormément et j'aime bien cette idée de raconter une histoire avec la musique, etc. Ah oui, donc on mettra la date et on le signalera pour que les auditeurs et les auditrices puissent venir vous voir dans ce beau concert. On arrive à notre première pause musicale et donc c'est un titre que vous avez choisi et ce titre il est un peu spécifique parce que d'habitude nous on vous demande de choisir un titre dans un répertoire qui est assez vaste, et là vous avez choisi quelque chose de spécial. On a choisi quelque chose qu'on a enregistré nous-mêmes. On fait pas beaucoup de captations, mais là, à l'occasion des 10 ans de l'orchestre en 2022, on a fait un concert et un spectacle un petit peu plus élaboré que d'habitude, que nous avons donné au Théâtre Berthelot, et on a fait cette captation. Et là, il s'est passé quelque chose, effectivement. C'est-à-dire que on y a mis énormément de travail, énormément d'efforts, et le morceau que vous allez entendre, c'est le premier morceau, c'est le morceau d'ouverture du spectacle. Et dès la première note, en fait, il s'est dégagé quelque chose. C'est un concert donc qu'on a fait pour nos 10 ans. On avait rappelé nos anciens musiciens, musiciennes qui ont parti parce que chacun a sa vie. Mais on a eu comme ça 4, 5, 6 personnes qui sont revenues jouer avec nous, qui ont fait 2-3 répétitions avec nous, et c'était assez extraordinaire. Et ce morceau, c'est le 4e mouvement de la 9e symphonie de Dvorak, une symphonie que tout le monde connaît. Qui est connue sous le nom. Tout le monde va reconnaître. Voilà, qui est connue sous le nom de Symphonie du Nouveau Monde. Et voilà, c'est quelque chose d'assez prenant. Très bien. C'est parti. Radio Ems, le meilleur de la musique.
retour sur le plateau de Radio Ems après cette captation du concert des 10 ans de l'association Opéra. Donc nous sommes avec Richard et Adèle, donc de l'association Opéra, et justement Opéra, donc O2PERA. Qu'est-ce que ça veut dire? Oula. Ah, il y a Adèle. Allez. Adèle, est-ce qu'elle a révisé? C'est vraiment ça. Donc orchestre. Orchestre, tout à fait. Participatif et pédagogique. Donc réunissant des amateurs Voilà. et amatrices. Donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc des artistes amateurs, musiciens et musiciennes amateurs, amatrices, participatifs. On en a parlé. Et pédagogique parce que on fait découvrir la musique avec un orchestre symphonique. Et au-delà de la musique, en fait, on a l'habitude de faire de la médiation, à savoir de la présentation des œuvres ou des compositeurs avant de jouer l'œuvre. Donc ça, c'est aussi fait par les musiciens et les musiciennes de manière bénévole, avec l'axe qu'ils veulent prendre. Donc ça peut être parler du musicien, du compositeur, ou parler de l'œuvre, ou parler du contexte dans lequel l'œuvre a été écrite. Et ça donne des clés au public pour pouvoir écouter l'œuvre qui va suivre. On en profite aussi pour présenter les instruments de l'orchestre. Ah, c'est bien ça. Donc, quelle est la différence entre un violoncelle et une contrebasse, hein? Oui. C'est la même forme, mais c'est pas exactement la même taille. Oui, ça, on confond beaucoup. Voilà. Donc, tout ça, c'est le volet pédagogique de l'association. C'est très bien ça. Du coup, on va revenir sur les musiciens amateurs. L'association, donc, elle repose sur l'engagement de ces musiciens et musiciennes amateurs et amatrices. Comment parvenez-vous, à maintenir donc un tel niveau d'exigence artistique? Parce que là, on écoutait, on était dans un vrai concert là. On n'a pas l'impression que c'est des amateurs. Alors, je pense que la première clé, c'est la bonne ambiance qu'il y a dans l'orchestre. Les personnes, à mon sens, de ce que je peux en entendre, aiment venir jouer à l'orchestre parce qu'il y a une bonne ambiance. Et la bonne ambiance, ça favorise le travail et ça favorise donc le niveau. Ensuite, d'un point de vue sélection des musiciens et des musiciennes, on ne sélectionne pas vraiment. On ne fait pas d'audition d'entrée aux personnes qui veulent se présenter, qui veulent jouer chez nous. On assure simplement l'équilibre des pupitres. C'est-à-dire que dans un orchestre symphonique, vous avez une masse évidemment évidente de cordes, du violon au contrebasse, et en face, vous n'allez pas mettre 40 trompettes. C'est pas possible. Donc, il faut parfois refuser certains instruments qui sont très candidats, beaucoup candidats, mais pour lesquels on n'a pas de place à l'orchestre. Bien sûr. Voilà. Oui, ça se comprend. Sinon, si on n'a que des saxophones et des trompettes, ça va être compliqué. Ça peut pas marcher. Après, on n'entendra pas Adèle qui joue du violoncelle. Comment c'est venu d'ailleurs De venir à Opéra. Ouais. Eh ben, c'est que ça fait longtemps. Alors moi, j'ai un parcours. J'ai eu peut-être la chance d'avoir été mise assez tôt à la musique, ce qui fait que l'orchestre a très tôt fait partie de ma vie en fait depuis que j'ai 9 ans. J'ai eu des cours d'orchestre et une fois adulte, partie de tout ça, c'est un vrai plaisir. En fait, dans toutes les villes où j'ai habité pour le moment, pour les études, pour le travail, j'ai toujours été à la recherche d'un orchestre amateur parce que c'est toujours très agréable de ressortir son instrument. Et puis voilà, et puis pour la convivialité, pour découvrir de nouvelles personnes, c'est génial. Et comment tu as connu Opéra ? J'ai dû bêtement sur internet Montreuil orchestre et j'ai fini par tomber sur Opéra. D'accord. Et j'étais allée parce que Opéra est représenté, je crois à peu près tous les ans, c'est au Forum des associations. Tout à fait. C'est ça le nom exact. Donc fin de l'été à la rentrée. Et j'étais allée aussi rencontrer un petit peu la journée des associations, la JAM, la journée des associations montreuilloises. Oui, c'est comme ça que nous on s'est revus. En fait, c'était quand c'était l'année dernière. C'était en septembre dernier, oui. Septembre de l'année dernière où là on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Tout à fait. Et voilà, c'est fait aujourd'hui. Comment s'organisent les répétitions hebdomadaires dans l'encadrement par la chef d'orchestre ?
Alors déjà concrètement, les répétitions c'est tous les jeudis soirs, à part pendant les grandes vacances, donc de 19h30 à 21h45, au lycée Condorcet, pour le côté pratique, voilà, pour les gens qui seraient intéressés. Et donc c'est une répétition qui est animée par la chef d'orchestre Anna Meunier, donc qui choisit elle quelles œuvres vont être jouées à telle ou telle répétition. Ça permet de se préparer, de préparer un petit peu ses traits, pour pas se retrouver un peu dépourvu. Mais et c'est elle qui mène sa barque à nous faire jouer tel ou tel morceau, tel passage, ce qu'elle trouve important. Les instruments aussi séparés, c'est important des fois pour bien s'entendre, bien comprendre ce que fait chacun. Voilà, il y a tout un petit travail de. D'accord. Et ça dure combien de temps ces répétitions ? À peu près 2 heures. 2 heures. 2 heures tous les jeudis. Tous les jeudis. Voilà. D'accord. Et c'est un moment du coup agréable, comme le disait Richard, parce qu'il y a le plaisir d'être tous ensemble. C'est ça. Et ça peut se prolonger ensuite, puisque la troisième mi-temps. Ouais, c'est voilà, ce que j'allais dire. exactement. Un peu la troisième mi-temps. C'est ça. Ouais, c'est voilà, comme toute association, voilà, le plaisir d'être ensemble et de partager ces moments qu'on apprécie. Tu parlais tout à l'heure de l'exigence et du travail. Ça nous a même amené à faire en sorte que certaines répétitions soient par pupitre, par exemple. D'accord. Parce que plutôt que de travailler tous ensemble, et puis les pupitres ont des traits particuliers à travailler chacun, plutôt que de faire attendre tout le reste du pupitre, il y a certaines répétitions qu'on dédie, pupitres qu'on dit partielles, enfin répétitions partielles, où chaque pupitre se met dans des salles différentes et travaille les œuvres différemment. Pupitre, explique pour les auditeurs, les auditrices, c'est quoi un pupitre ? Un pupitre, c'est l'ensemble. Dans un orchestre symphonique. C'est l'ensemble des instruments identiques. Donc il y a le pupitre de trompette où il y a toutes les trompettes, le pupitre de corps où il y a tous les corps, le pupitre de violoncelle où il y a tous les violoncelles. D'accord. Très bien. Donc il y a des répétitions comme ça où il va y avoir que les violoncelles. Tout le monde vient, parce que tout le monde doit travailler. Mais on s'éclate dans des salles différentes pour ne pas se gêner. D'accord. Et pour pouvoir répéter indépendamment. Où c'est que vous faites vos répétitions ? Au lycée Condorcet, lycée technique, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, on en profite encore et toujours pour remercier Monsieur Ludovic Hahn, qui est le directeur de cet établissement et qui nous apporte un support incroyable dans notre logistique, dans notre accès au bâtiment. On fait des répétitions, des fois, on fait 2 week-ends de répétition dans l'année. On a accès au lycée pendant tout le week-end pour ces répétitions. On bénéficie vraiment d'un cadre très, justement, très favorable. Alors là, tu tends la main, tu as dû lire mon questionnaire. Justement, on en vient aux bénévoles, mais aux bénévoles qui sont hors de la scène. Donc, quels sont les différents profils de bénévoles qui font vivre Opéra, donc en coulisses, donc qui ne sont pas sur la scène? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, voire même pas du tout. Ah. Tous nos actifs sont des bénévoles actifs musiciennes, qui travaillent à la gestion des partitions, qui travaillent à la recherche de lieux de concert, à la préparation de l'arrivée de l'orchestre sur les lieux de concert. Tout ça, c'est du travail qui se fait pendant des semaines. On n'a pas de bénévoles qui ne sont pas musiciennes. On peut simplement mentionner quand même qu'on fait appel à des personnes qui nous épaulent, enfin qui nous encadrent dans notre activité, comme notre graphiste, Anthony Bataille-Grimaud, qui travaille, on va dire symboliquement, on lui donne un petit peu de sous, mais c'est pas les moyens qu'il devrait y avoir pour payer un graphiste. Donc il fait partie en fait de ces bénévoles dans l'ombre qui aident beaucoup l'orchestre à faire les affiches, voilà les flyers, vous distribuez les flyers, etc. Pour annoncer tout ce que vous faites. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire que voilà, tout le monde est actif au-delà du contenu principal du cœur de l'association. Tout le monde y participe. Donc du coup, Adèle, à part jouer, qu'est-ce que tu fais? Je suis sympa. Non, j'avoue que j'aimerais bien me
m'impliquer un petit peu plus. Effectivement, il y a tout ce qui s'appelle, nous, dans le jargon des commissions. Après, il y a le temps aussi qu'on peut y consacrer, bien entendu. Oui, voilà. Non, mais en fait, ce qui est super à Opéra, c'est que si on a envie, c'est hyper ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des conversations qui sont ouvertes à tout le monde, qu'on peut intégrer pour, tiens, est-ce que j'ai envie de m'occuper un peu plus des partitions? Je vais aller zioter ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, si j'ai envie de m'impliquer, je m'implique. Et puis c'est super. Parce que ce travail de partition, ça veut dire il faut recopier les partitions, faut les préparer pour tout le monde, Pas exactement. Chacun doit imprimer et ramener ses partitions, mais on prévoit le fait que dans les concerts ou même dans les répétitions, il y a toujours une ou deux personnes qui oublient ces partitions. Donc, il faut un backup, il faut une sauvegarde, et donc le responsable des partitions est chargé d'avoir un exemplaire de chaque partition de chaque pupitre. Donc, dans un orchestre symphonique à 50 musiciens, il peut y avoir 15 partitions différentes. Oui, parce que la partition n'est pas la même pour le saxophoniste, la violoncelliste, etc. Exactement. Et même au sein d'une pupitre de trompette, il y a une partition de trompette 1, une partition de trompette 2, parfois une partition de trompette 3. Ça, c'est individualiste. Donc, toutes ces partitions-là, eh bien, ça fait pas mal de papier à gérer. Et c'est bien d'avoir cette sauvegarde de telle manière à ce que tout le monde puisse jouer à la répétition ou au concert. Ça nous est arrivé d'avoir des gens qui arrivent au concert en disant « Ah, je crois que j'ai oublié ma partition à la maison. » Stress. Et là, hop, le responsable des partitions dégonfle le stress immédiatement en sortant son sac magique. Donc c'est une clé importante, responsable des partitions. Ça apporte beaucoup de sérénité au concert et aux répétitions aussi. Mais juste une question comme ça qui me vient. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des problèmes techniques avec des instruments de musique au moment du concert ? J'en ai jamais connu, mais c'est possible. Alors, des problèmes oui, c'est toujours possible. Hein. On n'a même pas besoin d'attendre les concerts. Problème technique. Alors, moi, je pense à une corde d'une guitare, mais après, comme je connais pas le reste des instruments, comment ils fonctionnent. Les cordes peuvent casser chez les cordes. Les hanches de hautbois sont des systèmes très, très capricieux. Donc, en général, les oboïstes se baladent toujours avec une demi-douzaine de hanches et même en cours de répétition, ils changent de hanche parce que celle-ci ne fonctionne pas ce soir. Elle fonctionnait hier soir, elle fonctionne pas ce soir, donc ils changent. Voilà, c'est la majeure partie des problèmes. Après, il nous est arrivé aussi d'avoir des accidents parce que forcément, les instruments ne sont pas toujours rangés dans leur caisse. Et quand on passe de la période de répétition à la période de concert, avant de faire un concert, on a toujours une petite période de répétition avant qu'on appelle le raccord. Eh bien, les instruments sont pas toujours rangés. Ça nous est arrivé d'avoir des petits accidents. Donc là, on fait appel à l'assurance pour pallier le truc. Ah oui, ça fait partie de la gestion, tout ça. Ça arrive. Eh ben, si on a des musiciennes ou des musiciens qui souhaitent vous rejoindre aujourd'hui, quels sont les critères et les étapes pour intégrer l'orchestre ? Alors, les critères, c'est que, il faut pas être débutant. Faut pas rêver, un musicienne débutant va avoir du mal à suivre et ne va pas se faire plaisir. Moi, si demain je commence à me mettre à la trompette, je vais pas arriver tout de suite à Opéra. Alors, tu peux candidater, il n'y a pas de problème, on cherche des trompettistes. En revanche, ça risque d'être tellement déstabilisant que ça va te décourager. Donc, c'est pas. Donc, il faut quand même avoir un niveau, on va dire, tranquille, à l'aise, savoir jouer. Après, il faut prendre contact avec nous, tout simplement. Et puis, on répondra si oui ou non on a de la place dans le pupitre en question pour pouvoir accueillir. Oui, comme ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. En ce moment, c'est quoi ? Alors, quel est le type de pupitre que vous en ce moment refusez ? Et pour toujours, si vous êtes contrebassiste, si vous êtes pas contrebassiste, pas corde, parce qu'on en a 3, c'est le bon format, mais contrebassiste, contrebassoniste, ouais. Si vous êtes corniste. Si vous êtes, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est surtout basson et corps. Alors là, il n'y a pas de problème, on aura toujours de la place pour vous. D'accord. Ensuite, les flûtes, les clarinettes, on est plutôt staffé. Les trompettes, si on peut en trouver une autre, ça serait pas mal. Des trombones, oui, un autre, pourquoi pas. Et puis si vous jouez des cordes, candidatez, parce que les cordes, on a toujours besoin de cordes.
D'accord. Mais qu'est-ce qu'on retrouve encore? La guitare? Ah non, on n'a Non. pas de guitare dans un Pas de orchestre guitare. symphonique. Ah bon, c'est bien, voilà, comme ça, voilà. Vous savez, les auditeurs, que j'y connais rien. Je me suis surtout intéressé à l'association et pas tellement à la musique en elle-même. Donc, il y a pas de guitare. Donc, les cordes, c'est quoi? C'est violon, violoncelle. C'est ça. Violon, dans l'ordre des tailles, on va dire violon, alto, violoncelle et contrebasse. D'accord. Voilà, les 4 instruments. Si vous êtes altiste, c'est pareil, ce Oui. sont des denrées assez rares. Ah oui? Venez jouer avec nous. Pourquoi des denrées assez rares? Parce qu'il y a peu de gens qui vont sur ces instruments? Oui, l'alto, classiquement, c'est pas l'instrument phare. C'est quand on veut jouer d'un corde, on voit sur le violoncelle ou sur le violon. D'accord. L'alto est intermédiaire. L'alto a rarement des parties de chant dans les partitions. Physiquement, là, pour que les auditeurs, les auditrices puissent un peu voir ce que c'est. C'est quoi la différence entre un violon et un alto? Alors, le violon, il se tient sur l'épaule. C'est peut-être un des instruments à cordes les plus connus. Voilà. Et l'alto, il se tient aussi sur l'épaule, il est un tout petit peu plus grand. Donc quand on les voit séparément et qu'on n'a pas forcément l'œil, on peut les confondre. Donc ils sont très très semblables. D'accord, il est un tout petit peu plus grand. Un peu plus grand, donc un peu plus grave, avec des cordes un petit peu différentes. Mais voilà. Et puis c'est pas exactement les mêmes parties, effectivement. Puis le violoncelle, après, c'est celui qui se joue assis, avec une pique. Et ensuite, on passe sur la taille au-dessus encore, avec la contrebasse qui se joue debout. Ah oui, là, c'est le gros... Voilà, qui se joue aussi en jazz, beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. Et qui se joue clac, tac, tac, là, avec qui la peut main. aussi. Là, voilà, qui ouais, peut ou, aussi, ou à l'archet. ou à l'archet. Ouais, tout à fait. Donc ça fait, ouais, c'est pas mal. Il y a du monde. En moyenne, combien d'artistes, combien de musiciens, de musiciennes quand vous faites les concerts? Vous êtes combien? Alors on peut dire que ça fait 3-4 ans qu'on fonctionne avec cinquantaine de musiciens, musiciennes. D'accord, à chaque concert. Grosso modo, oui. Ah, c'est pas mal. Ça demande de la place quand même. Ça demande de la place pour le coup, oui. On ne peut plus aller dans des petites places. On a eu l'habitude, quand j'ai commencé dans l'orchestre et que l'orchestre était plus modeste, d'aller jouer, par exemple, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, des choses comme ça, où la salle est importante et grande, mais où une fois qu'on a mis l'orchestre de 30 musiciens, il reste plus beaucoup de place pour le public. Là, aujourd'hui, on ne peut malheureusement plus. D'accord. Bah oui, 50 musiciens, c'est pas mal. On a oublié dans les instruments, on a oublié les percussions. Est-ce qu'on est toujours à la recherche de percussionnistes? Oui. Ah oui, Ouais. les percussions. Pam, pam, là. Et puis les percussionnistes, on a toujours besoin Oui. Les cymbales, parce que forcément, les cymbales, c'est les percussionnistes, ça? Aussi. Oui. D'accord. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que les Ah, percussionnistes. je vais me mettre à la Ça peut cymbale, être moi. de la batterie, des timbales. Des cymbales. Je vais me mettre à la cymbale ou au triangle, je sais pas. Je pense que ça va être plus simple pour moi. Oui, parce que dans un morceau où il y a plein de percussions, il peut y avoir des timbales, des cymbales, des triangles, des glockenspiel, des tambourins, etc. Ah oui, c'est... Une seule personne, Faut avoir des mains. elle peut pas faire tout ça. Ah non, on est d'accord. Donc il nous faut plusieurs percussionnistes. De temps en temps, on a des musiciens d'autres pupitres qui se motivent à faire Très des bien. percussions. Alors, on arrive pratiquement à la fin. Alors, on va juste une toute dernière question. Je vous disais tout à l'heure, un peu en off, on va parler un peu des perspectives d'avenir. Quelle est votre vision pour le développement de l'association d'ici les 5 prochaines années? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire d'ici les 5 ans qui viennent? Que ce soit toujours aussi sympa. Voilà, déjà Ça que reste, que l'on reste Ouais. dans le même esprit, que l'on continue à déployer la musique dans le 93 et dans des endroits où on n'a pas l'habitude de voir un orchestre symphonique, de voir toujours les gens heureux d'entendre des musiques qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Et si peut-être on a quelque chose à développer, c'est justement notre public. C'est faire en sorte que Opéra soit de plus en plus connu, de plus en plus écouté, on va dire attendu sur les concerts du mois de juin. Alors, David me fait signer encore un tout petit peu de temps. Allez, une dernière question. C'est quel message souhaiteriez-vous faire passer aux auditrices et aux auditeurs qui hésitent encore à pousser la porte d'un concert de musique symphonique? C'est pas un message qu'il faut passer, c'est une question.
Pourquoi hésiter? Allez-y. Allez-y, venez écouter, venez découvrir. Ça fait pas mal. D'accord. Donc venez découvrir Opéra. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettra donc les 2 prochains concerts ouverts au public. On les mettra sur la page de podcast. Et ben maintenant, on va passer au 2e titre musical qu'a choisi David. Et oui, moi je reste dans la symphonie, mais je mets un petit peu de rock quand même dedans. Donc le second titre c'est The Verve avec The Bittersweet Symphony. Le groupe a composé ce titre à partir d'un sample du morceau The Lifetime de Rolling Stone. Et puis ils ont ajouté en fait des voix, des percussions, des cordes, beaucoup de cordes, voilà, et de la guitare. Voilà, donc il y a un joli mélange de rock et de mélodie symphonique qui a créé des problèmes au groupe parce qu'ils ont été traînés en justice, voilà. Mais bon, ça s'est arrangé quand même 20 ans plus tard parce que les droits d'auteur ont été récupérés. En fait, les Rolling Stones ont donné les droits d'auteur carrément à Richard Ashcroft, qui est le leader de The Verve. Voilà, qui est en concert d'ailleurs en Europe et bientôt dans l'est de Paris. Au Zénith le 24 juin. Voilà. Très bien. Donc voici une belle symphonie qui a reçu les Grammy Awards de la meilleure chanson rock en 99. Ça ne rajeunit pas. Voilà, The Verve. Merci David. Sur Radio Ems. Radio Ems. L'essentiel de la musique. Sweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mode, I am here in my mode. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode, no, 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 well, I've never agreed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mode, I am here in my mode. And I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode, no, 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 no. I can change it, no, I can change it. 'Cause it's a bittersweet
de retour en plateau, en direct sur Radio Ems, avec Adèle et Richard de l'association Opéra. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Richard et Adèle d'avoir participé à cette émission pour la 28e émission d'Associativement Vôtre. Mais juste avant de nous quitter, comment on fait pour vous contacter ? Site internet, réseaux sociaux, etc. Comment on fait, Adèle ? Alors, tout simplement en tapant sur internet Orchestre Opéra Montreuil. Il y a un site internet. O2PERA. Exactement, avec 2P, Opéra avec 2P. Il y a une page Facebook, il y a aussi un compte Instagram et une adresse mail, on peut la donner, mais c'est contact.opéra avec 2P @gmail.com. D'accord. Et donc les réseaux sociaux, c'est alimenté régulièrement, etc. Très régulièrement, avec un article à chaque fois qu'on fait un concert, même quand c'est un concert dans un collège, ça donne un petit peu l'activité de l'orchestre. Eh ben très bien, super. Eh ben pour terminer, on fait un petit coucou à Neila qui nous a manqué pour cette émission et qu'on espère retrouver au mois de juin. Un grand merci à David pour la préparation technique. Et oui, Richard. Un dernier merci peut-être aussi pour la mairie de Montreuil, qui nous a aidés, qui nous a supportés financièrement par plusieurs fois dans le passé pour des projets, et qui nous a aidés aussi beaucoup dans la recherche de salles quand on avait un petit souci d'hébergement. Donc pendant quelques mois, on a navigué de salle en salle pour les répétitions, et la mairie a été très présente. Merci. Merci la mairie de Montreuil, grande municipalité de soutien à la culture. Donc merci aux auditrices et aux auditeurs d'être toujours aussi nombreux et nombreux à nous rejoindre à chaque émission. On se retrouve début du mois de juin. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission la semaine prochaine, même jour, même heure, et dès ce soir en replay sur notre plateforme de podcast ou depuis notre application mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec l'équipe de Florence, suivi de Funk Anthologie, Jazzomania. Et à 23h, on retrouve David pour Club Ems, le mix de 23h à minuit. Bonne soirée à toutes. À bientôt. Mother wears his Sunday best. Mother finds she needs a rest.